La dernière fois, je t'ai parlé d'optimisation. On a vu que la manière de programmer influait sur les performances d'un jeu vidéo, mais comme je l'avais dit, il n'y a pas que la programmation qui fait qu'un jeu est optimisé ou non. Même si c'est pas vrai, on va dire que la programmation c'est 50% de l'optimisation, les autres 50% c'est principalement du level design et la manière d'utiliser les outils. Et comme je suis un mec extrêmement sexy, je t'ai préparé un exemple rien que pour toi. On va utiliser Half-Life 2, parce que c'est ce que j'ai sous la main et qu'en plus c'est un jeu que j'aime bien. Half-Life 2 utilise le moteur source, sans blague, mais même si le moteur source est bien optimisé, si tu l'utilises comme un connard, le résultat ne sera pas optimisé. Pour mon exemple, on va créer une map avec une pièce totalement vide comme mes couilles après avoir traîné sur Pornhub, un couloir et une deuxième pièce pleine de saloperies, un peu comme le vagin d'une gonzesse après que je sois passé dessus. Là, on en est à l'étape de la création, la map n'est pas jouable, c'est juste un plan. Pour qu'on puisse y jouer dans Half-Life 2, donc pour que le moteur source puisse la lire, il va falloir la compiler. On va donc utiliser différents programmes pour convertir notre plan en quelque chose que le moteur source puisse comprendre. C'est le même principe qu'avec un langage informatique. Quand on tape des lignes de code, elles n'ont aucun sens pour l'ordinateur, elles ont juste un sens pour nous. Et quand on va compiler notre code, un programme va se charger de convertir ce que nous, on a écrit avec nos petites mains dans un langage qu'on comprend, en un langage que l'ordinateur pourra comprendre. Donc là, on a juste nos deux pièces et notre couloir dans un logiciel qui nous permet de voir que ce sont deux pièces et un couloir. C'est grâce à ce logiciel qu'on peut facilement dire à l'ordinateur « je veux un mur ici et je veux une lampe par là ». Et l'étape finale, la compilation, va servir à convertir notre vision du monde en quelque chose que l'ordinateur peut interpréter. Pendant la compilation, il y a donc plein d'étapes très complexes qui interviennent. Par exemple, une des étapes consiste à calculer et tracer toutes les lumières. Sur notre éditeur, quand on ajoute une lumière, c'est juste une info. On précise qu'on veut une source de lumière à cet endroit. Mais pendant la compilation, cette info va être prise en compte pour créer les zones éclairées et celles qui doivent être dans l'ombre. Pendant la compilation, on va aussi avoir une étape qui va permettre de créer tous les solides de la map, comme le sol, le plafond et les murs, mais aussi de ne pas créer les solides qui n'existent pas. Par exemple, si je crée une pièce et que je fais flotter un cube au milieu, bon, il y a un cube qui flotte, voilà. Par contre, si je colle mon cube par terre, au moment de la compilation, le dessous du cube sera ignoré. Dans l'éditeur, il existait bien, mais comme il est inutile, il va être ignoré par le compilateur. Vu de côté, dans l'éditeur, ça c'est ce que je vois. Après compilation, ça c'est ce qu'il reste. Et ça, déjà, c'est une forme d'optimisation. Bref, vous l'aurez compris, pour passer du cahier des charges au produit final, on fait intervenir plein d'outils différents. Et parmi ces outils, il y en a un qui est très important, VIS, Visible Information Set. Ah putain, je parle bien anglais. Pour bien comprendre ce qu'est VIS et surtout à quoi il sert, il faut comprendre le fonctionnement du moteur source. Le moteur source utilise un espace divisé, ou plutôt découpé, en différents morceaux, le fameux BSP. L'idée finale, c'est de faire en sorte que l'ordinateur ne calcule que les zones où se trouve le joueur et jusqu'où il peut voir. Si on reprend notre map de tout à l'heure, on peut la découper comme ça. Ici, on va avoir la zone 1, la zone 2, 3 et 4. Quand le joueur est dans la zone 1, la zone 1 sera calculée, et comme il peut voir la zone 2 aussi sera prise en compte. Mais la zone 3 et la zone 4, comme elles sont en dehors de son champ de vision, elles seront totalement ignorées. Donc, si le joueur se trouve dans la pièce vide, l'ordinateur n'aura pas besoin de calculer tout le bordel que j'ai placé dans l'autre pièce. Le jeu sera donc parfaitement optimisé. Et le découpage de l'espace se fait, devinez quand? Pendant la compilation. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas nous qui décidons du découpage, c'est l'ordinateur qui le fait tout seul. Quand on va commencer à compiler, un premier logiciel va regarder toute la géométrie qu'on a créée sur notre éditeur. Il va prendre en compte tous les blocs qu'on a placés et il va fabriquer tout ça. C'est un peu comme un maçon, il va tout construire et il va découper l'espace en plaçant les salles dans un arbre BSP. On a déjà parlé, je sais plus trop quand, au pire tu vas sur Google si ça t'intéresse, sinon je ferai une vidéo dédiée plus tard si ça te dit. Une fois que la géométrie et le BSP sont faits, VIS va aller fouiller dans l'arbre BSP pour déterminer quelles zones sont visibles par rapport aux autres. BSP découpe et VIS classe. En gros, hein. Et maintenant, je vais te demander de te réveiller et de ranger ta bite parce qu'on arrive à la partie la plus intéressante. VIS n'est pas un magicien, il fait ce qu'on lui dit de faire et il fait du mieux qu'il peut. Et souvent, il ne fait pas comme toi tu pourrais l'entendre. Regardons ça tout de suite. Là, je suis dans la map que je viens de créer. A priori, tout semble normal, mais grâce à mes énormes burnes, je peux activer une fonction de rendu fil de fer. Ça me permet de visualiser tous les polygones des solides, des objets et surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le découpage de la map par VIS. D'ailleurs, comme on est des pros, on va parler de VisLeafs plutôt que de zones, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et ici, chaque VisLeaf est tracé en rouge. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Dans la pièce vide, on a 4 VisLeafs, dans le couloir il y en a 3, mais dans la pièce bordélique par contre c'est bon, il n'y en a qu'un seul. Et le pire c'est que dans la pièce vide, si je passe dans ce VisLeaf ou dans le couloir, la pièce bordélique est calculée. On peut donc dire que notre map n'est pas optimisée du tout. Et à grande échelle, les performances seront plus que mauvaises. Au départ, on aurait dû avoir une map découpée comme ça,
et on se retrouve avec une map découpée comme ça. Alors pourquoi ça marche pas? Ben c'est pas que ça marche pas, mais comme je l'ai dit, Vis n'est pas un magicien, il peut pas deviner exactement ce que je veux faire, et il a une logique bien à lui pour tracer ses vis-leaf. Par exemple, il va s'appuyer sur les solides créés pour faire son découpage. Et ce vis-leaf qui semble être sorti de nulle part et qui pour notre logique d'être humain n'a aucune raison d'exister, a été créé parce que mon couloir est composé de deux solides. Si dans le rendu final nous on voit qu'un mur, le compilateur lui il a vu un bout de mur collé à un autre bout de mur. Il les a pas fusionnés, et pour le découpage on se retrouve avec un vis-leaf qui n'a vraiment pas de sens. Alors comment faire? Eh ben va falloir ruser pour faire notre découpage nous-mêmes, et pour ça on va créer des murs avec une texture spéciale, la texture int si tu veux tout savoir. Comme les vis-leafs sont créés par rapport au solide, on va foutre notre mur int ici. Au moment de la compilation, ce mur n'existera pas, il est juste là pour indiquer à Vis que cette zone doit être considérée comme une zone fermée, et donc logiquement, il ne devrait créer qu'un seul vis-leaf, et si on teste la map et qu'on regarde, ça a fonctionné. Mais c'est pas encore parfait, parce que le découpage du couloir est un peu couillon, et que la pièce pleine apparaît alors que je peux pas la voir d'ici. On va donc créer un énorme bloc à l'angle du couloir, le couper comme ça, et indiquer un int de ce côté. Le compilateur va gérer cette partie du couloir comme une pièce fermée, cette autre partie comme une pièce à part, et pareil pour le dernier morceau du couloir. On teste, et là, bah, c'est parfait. Rien à dire, je fais vraiment du bon boulot. Bon, par contre, si tu suis bien, tu te dis que j'aurais peut-être dû mettre un int ici pour bien fermer la pièce, mais en fait, j'ai pas eu besoin de le faire parce que Vis a fait un découpage propre de lui-même, j'ai eu de la chance. Donc, je l'ai fait pour la première pièce, mais pas pour la deuxième. Bon, alors là, ça va, c'était facile, on a juste deux pièces et un couloir, mais quand t'as une map beaucoup plus grande, pleine de détails, avec plusieurs bâtiments, plusieurs étages, ça devient vite très compliqué. Par exemple, si je rajoute un cube par terre pour faire une caisse, on a de fortes chances que le découpage ressemble à ça, et même à ça. Et oui, je t'ai pas dit, depuis tout à l'heure je te montre qu'en vue de haut, mais on travaille en 3D, donc faut aussi créer des vis-leafs en haut, quand t'as une pièce avec une passerelle par exemple. Et crois-moi, c'est une putain de prise de tête. Faire une map, c'est pas juste assembler des blocs entre eux comme tu le ferais sur Minecraft, c'est bien plus complexe, il faut connaître à la perfection les outils, mais aussi le moteur du jeu. Faut réussir à raisonner comme la machine, à avoir la même vision qu'elle, et ne pas penser comme un humain avec une logique d'humain. Dans le cas des vis-leafs, le découpage est censé être plus ou moins automatique, mais dans 99% des cas, les vis-leafs sont créés de manière à ce que le jeu soit jouable, pas de manière à ce qu'il soit optimisé. Au fur et à mesure qu'on crée la map, il faut donc constamment se poser la question, au moment de la compilation, qu'est-ce que ça va donner? Et il faut adapter tout ça en conséquence. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître ces outils. À la base, pour que ce soit logique et optimisé, je voulais que ma map soit découpée comme ça. Mais je n'ai aucun moyen de le faire réellement, et je peux pas dire tiens je veux un vis-leaf ici et un autre ici, ça serait beaucoup plus simple c'est sûr, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai réussi à avoir ce découpage, c'est parce que je sais comment Vis fonctionne, je connais sa manière de créer ses vis-leafs, je connais sa logique, donc j'ai créé la géométrie de mon niveau par rapport à la logique du logiciel, parce que je savais qu'au final, il découperait la map de cette façon-là. Au cas où ce serait pas très clair, parce que peut-être que j'explique mal, je vais prendre un exemple tout pourri, mais c'est exactement le même principe. Imagine que tu veuilles un dessin d'un bonhomme bâton qui encule une poule par exemple. Ce dessin, c'est notre map, et tu veux que ce soit un copain qui te fasse ce bonhomme qui encule une poule. Ce copain, c'est notre compilateur. Et ben, si c'est ton meilleur pote et que tu le connais extrêmement bien, que tu arrives à penser comme lui et à connaître sa façon de faire, quand tu vas lui demander de faire ton dessin, tu devrais réussir à avoir le résultat que tu attends. Par exemple, si c'est un copain qui ne dessine que des bonhommes bâtons et qui n'utilise que du noir, tu vas lui demander « dessine-moi un bonhomme qui encule une poule ». Par contre, si c'est un pote qui dessine de manière réaliste et avec des couleurs, comme tu connais sa façon de faire, tu vas lui ajouter quelques précisions, en lui disant que c'est un bonhomme bâton que tu veux et qu'il ne doit utiliser qu'un crayon noir. Et là encore, tu auras quelque chose de semblable. Mais si tu demandes à un parfait inconnu de te dessiner un bonhomme qui encule une poule, déjà tu risques de passer pour un mec bizarre, mais en plus, tu n'auras certainement pas le résultat que tu espérais. Pour avoir ce que tu veux, il faut donc jouer un peu au mentaliste. Et quand tu veux développer un jeu vidéo, il faut que tu connaisses à la perfection le moteur du jeu, mais aussi les outils de développement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'en préoccupent pas. Récemment, on a eu droit sur Steam à un jeu qui s'appelle Undown the Freeman. Ce jeu est une catastrophe en tout point, et niveau optimisation, on est proche de zéro. Parce que le mec qui a fait ça n'a pas compris comment fonctionnait le moteur source. Il s'est contenté de jouer au Lego avec l'éditeur de map en pensant que ça suffirait. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, et donc il y a des moments où ça tourne à 15 images par seconde, parce que le mec s'est improvisé level designer sans même savoir ce qu'il faisait avec ses outils. Avoir 15 FPS dans un jeu qui utilise un moteur vieux de presque 15 ans, c'est juste inadmissible. Un autre cas concret dans le jeu vidéo, Call of Duty Black Ops, c'est le seul qui me vient en tête, désolé. Sorti en 2010, ce jeu utilise une version modifiée de l'IDTech 3, le moteur de Quake 3 Arena, lui-même sorti en 1999. Et Source, le moteur de Half-Life 2, sorti en 2004, est une version améliorée de Gold Source, le moteur de Half-Life 1, sorti en 1998, lui-même dérivé de l'IDTech 2, le moteur de Quake sorti en 1996. Donc,
Call of Duty Black Ops et Half-Life 2 ont en commun des éléments du même moteur. Et parmi ces éléments en commun, on retrouve le découpage de l'espace. Sauf que dans Call of Duty, il y a une map qui a un gros problème d'optimisation à cause de ça. Une map zombie multijoueur. Le découpage est tellement mauvais que quand on regarde dans une direction, toute la map est calculée. Les joueurs qui avaient un PC moyen de gamme avaient de grosses chutes de FPS dès qu'ils tournaient la caméra dans un sens, ceux qui avaient un PC haut de gamme aussi d'ailleurs pouvaient sentir une baisse de performance, et ceux qui jouaient sur console n'en parlons même pas. Même s'ils remarquaient pas forcément grand chose puisqu'ils ont l'habitude de jouer à 30 FPS. Bon, cette vidéo a quand même duré un peu trop longtemps puis j'en ai marre de parler, alors on va conclure maintenant. Si les jeux sont parfois mal optimisés, c'est parce qu'ils sont mal programmés, parfois oui c'est vrai, mais très souvent parce qu'aujourd'hui n'importe quel connard peut avoir accès aux outils et se lancer dans la conception d'un jeu vidéo sans même savoir ce qu'il fait. Avec l'Unreal Engine, le moteur Source ou Unity, presque n'importe quel groupe de potes peut lancer son studio et commercialiser un jeu. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les petits détails des moteurs qu'ils utilisent, ou alors qui s'en foutent carrément, parce qu'en plus d'être incompétent ou de ne pas vouloir se faire chier, il y a un autre problème. C'est que les machines sont de plus en plus puissantes et pardonnent les petites erreurs d'optimisation. Avec l'histoire de vis que je t'ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, qu'une map soit optimise ou non, ça n'a plus d'importance parce que les ordinateurs sont tellement puissants que dans la majorité des cas, ça fonctionnera très bien, sauf dans quelques cas extrêmes. Mais le fait d'avoir des machines vraiment puissantes aujourd'hui permet à des sagouins de faire des erreurs qui auraient été inacceptables il y a 10 ou 15 ans. Player Unknown's Battlegrounds, là, ce jeu de merde auquel tout le monde joue, je suis tombé sur le cul quand j'ai appris qu'il tournait sous l'Unreal Engine. L'Unreal Engine, un des moteurs les plus puissants, les mieux optimisés du monde, et les mecs en ont fait n'importe quoi. Ce jeu est une putain de honte, les mecs ont juste joué au Lego avec, en assemblant des briques entre elles, et après ils l'ont vendu. Mais à quel moment tu vends un jeu où t'as des bâtiments qui volent à 30 cm du sol? Où tu as le sol qui traverse le calage d'une maison, et une enseigne qui passe à travers un mur? Ce jeu devrait pouvoir tourner parfaitement sur un PC moyenne gamme d'il y a 3 ans, mais non, il y a au moins 50% de géométrie inutile sur ce jeu, mais tant pis. Bref, on va se quitter sur ces images, c'était ma conclusion à propos de l'optimisation. Abonne-toi, mets la cloche. Si t'es une fille, envoie-moi des nudes, quoi que d'autre, ouais, donne-moi de l'argent, plein, partage la vidéo, et à dimanche prochain.